Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un seul acte de réarmement peut changer le destin d'une nation et, par extension, du monde entier? Le réarmement de l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, n'a pas été seulement une violation d'un traité, mais le début d'une série d'événements qui ont abouti à l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette décision a impulsé le militarisme, alimenté des idéologies extrémistes et modifié la dynamique du pouvoir en Europe, transformant le continent en un champ de bataille. Qu'est-ce qui a poussé Hitler à défier les puissances occidentales et à reconstruire la puissance militaire allemande? La réponse réside dans un mélange explosif de mécontentement national, de crise économique et d'un désir insatiable de domination. Nous allons analyser comment l'inaction des puissances européennes face aux agressions allemandes a créé un vide de pouvoir qui a encouragé l'expansion territoriale et militariste du Troisième Reich. Vous serez surpris de découvrir que cette histoire est bien plus que des événements historiques, elle est un avertissement sur les dangers de l'apathie face à l'agression. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, où nous dévoilerons les conséquences catastrophiques qui ont suivi cette restructuration militaire. Comment l'Europe s'est-elle laissée entraîner par l'avancée allemande, croyant que la paix pourrait être maintenue par des concessions? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ce chapitre sombre de l'histoire? À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement les implications du réarmement de l'Allemagne, mais vous réfléchirez également à la manière dont l'histoire se répète et ce que cela signifie pour notre avenir. Commençons. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Mais avant, d'où dans le monde regardez-vous cette vidéo maintenant? Laissez votre réponse dans les commentaires. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a fait face à une défaite dévastatrice, entraînant des sanctions sévères imposées par le traité de Versailles, signé en 1919. Ce traité visait non seulement à garantir que l'Allemagne ne soit plus jamais une menace, mais aussi à affaiblir économiquement le pays pour éviter toute forme de revanche. L'armée allemande a été drastiquement réduite, avec un nombre de soldats limité à seulement 100 000 hommes, ce qui était insuffisant pour former une défense substantielle. De plus, l'Allemagne a été interdite de maintenir des armements lourds comme les tanks et l'artillerie, essentiels pour les opérations offensives ou de grande envergure. Ce point a été crucial pour empêcher la capacité de l'Allemagne à lancer de grandes opérations militaires, qui avaient été si caractéristiques pendant la Première Guerre. Ces restrictions se sont également étendues à la marine et à la force aérienne. L'Allemagne ne pouvait pas avoir de sous-marins, une arme cruciale qui avait causé de grands dommages aux Alliés pendant la guerre. Sans une force sous-marine et avec des restrictions sur le nombre de navires de guerre, l'Allemagne ne pouvait pas protéger ses routes commerciales maritimes ni représenter une menace dans l'Atlantique. La force aérienne a également été complètement interdite, ce qui signifiait que l'Allemagne serait désavantagée stratégiquement par rapport aux pays qui développaient déjà leurs avions de combat, comme la France et le Royaume-Uni. Sans avions, l'Allemagne restait vulnérable tant aux attaques aériennes qu'aux missions de reconnaissance ennemies. Cette absence de force aérienne empêchait également l'Allemagne d'innover dans un domaine qui deviendrait essentiel lors de la guerre suivante. Un autre point central du traité était l'interdiction de maintenir des forces militaires dans la région de la Rhénanie, une zone stratégique à la frontière avec la France. Cette région, historiquement disputée, était un territoire crucial qui servait de barrière et de point de lancement pour de possibles offensives contre la France. En démilitarisant la Rhénanie, le traité de Versailles compliquait toute forme d'attaque éclair, limitant les capacités de défense et dissuadant l'Allemagne de toute action offensive. Cette clause a été l'une des plus controversées, car l'Allemagne interprétait la Rhénanie comme faisant partie intégrante de son territoire, et la restriction a été vue comme une violation de sa souveraineté. Pour superviser le respect de ces restrictions, le traité de Versailles a créé une commission de contrôle international. Cette commission avait le pouvoir d'inspecter les usines, les entrepôts et les installations militaires, ce qui rendait difficile pour l'Allemagne de maintenir des opérations militaires clandestines. Les inspections fréquentes et les rapports détaillés ont permis aux Alliés de surveiller toute tentative de réarmement. Cependant, la vigilance et la surveillance sont devenues de plus en plus relâchées au fil du temps, notamment avec la crise économique mondiale et la montée de nouvelles menaces internationales, ce qui a ouvert des brèches permettant à l'Allemagne de commencer discrètement son réarmement. Les restrictions du traité de Versailles ne se limitaient pas aux questions militaires. Le traité a également imposé de lourdes sanctions économiques et exigé des indemnités de guerre, qui ont vidé l'économie allemande et limité ses investissements dans la technologie militaire. La dévaluation du mark allemand et l'effondrement économique ont rendu encore plus difficile le respect des obligations du traité, mais ont également ouvert la voie à l'émergence d'idéologies nationalistes qui voyaient dans le réarmement un moyen de récupérer la fierté perdue. Ainsi,
l'Allemagne s'est retrouvée dans un dilemme, une population rancunière, une armée minimalement fonctionnelle et une économie effondrée, un scénario parfait pour l'émergence d'un leader qui défierait les impositions des vainqueurs de la guerre. Malgré les restrictions strictes imposées par le traité de Versailles, l'Allemagne entama une réorganisation stratégique de son armée, le Reichswehr, en se concentrant sur le maintien d'un noyau de soldats extrêmement bien entraînés. Ce noyau d'élite serait le pilier d'une future expansion, garantissant que, lorsque la possibilité de recruter plus de soldats se présenterait, ces nouveaux recrues seraient dirigés par des officiers et sous-officiers hautement qualifiés. Cette décision se révéla visionnaire, car en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, l'armée allemande parvint à maintenir en vie le savoir militaire et l'expérience des vétérans ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Les officiers allemands, sous la direction de généraux tels que Hans von Seeckt, investirent dans la création d'une doctrine militaire avancée, adaptée aux nouvelles réalités technologiques et stratégiques de l'après-guerre. Seeckt, un stratège brillant, comprenait la nécessité d'une force militaire moderne et flexible, même au sein des limitations numériques imposées. Il commença à élaborer des manuels et des formations qui mettaient l'accent sur la mobilité, la coordination et l'efficacité dans l'utilisation de forces limitées, des stratégies qui allaient plus tard former la base de la Blitzkrieg, ou guerre éclair. La formation mettait l'accent sur l'indépendance du commandement et la rapidité de prise de décision, des éléments cruciaux pour le style de guerre qui se développa au cours des décennies suivantes. Une partie fondamentale de la stratégie de réorganisation consistait à garantir que les soldats bénéficient d'un entraînement multifonctionnel, de sorte que chaque unité puisse opérer de manière autonome, avec des compétences dans divers domaines. Cette approche créa des soldats et des officiers capables d'agir sur plusieurs fronts et de s'adapter rapidement aux changements sur le champ de bataille. De plus, les vétérans de guerre, qui avaient déjà de l'expérience en combat, furent affectés à des postes de commandement pour transmettre leurs connaissances et leur expérience pratique aux nouveaux recrues. Cette transmission de connaissances permit d'améliorer, et non d'oublier, les tactiques de la Première Guerre mondiale. Même avec un nombre réduit de soldats, l'Allemagne investit dans des formations régulières et des exercices sur le terrain, simulant des combats et des opérations à grande échelle avec un effectif limité. Cette pratique maintenait les compétences des soldats aiguisés et permettait à l'armée de développer des tactiques pour opérer avec des forces numériquement inférieures. Ces exercices devinrent si efficaces que lorsque l'armée fut élargie sous le régime nazi, la base d'entraînement était déjà établie, permettant une expansion rapide et efficace des effectifs militaires. Ces efforts de formation étaient réalisés secrètement, déguisés en activités civiles ou de défense autorisées. Le Reichswehr établit également des académies militaires et des centres d'études pour poursuivre le développement théorique de la guerre. Même sous supervision internationale, ces centres formèrent des générations d'officiers qui étaient en phase avec les dernières innovations militaires et doctrinales, bien que déguisées en formation défensive. Ces études permirent à l'Allemagne de se préparer à la guerre sur un plan stratégique, même sans pouvoir étendre officiellement ses troupes ou ses armements. Ainsi, la réorganisation de l'armée allemande ne fut pas seulement une adaptation aux restrictions imposées, mais aussi une préparation continue et méticuleuse à une future expansion militaire. Face aux restrictions imposées par le traité de Versailles, l'Allemagne commença à chercher des alternatives internationales pour maintenir ses projets militaires en développement, trouvant dans l'Union soviétique un partenaire stratégique improbable. En 1922, les deux pays signèrent le traité de Rapallo, qui ouvrit la voie à une coopération secrète pour le développement militaire. L'Union soviétique, qui était également isolée politiquement après la révolution de 1917, vit dans le partenariat avec l'Allemagne une opportunité d'élargir sa propre capacité militaire. Ainsi, tandis que le monde croyait que l'Allemagne était désarmée, des militaires allemands étaient formés et testaient des armements sur le sol soviétique. La coopération entre l'Allemagne et l'Union soviétique a permis le développement d'armements et la formation de soldats allemands dans des lieux reculés, loin des regards des puissances occidentales. Dans la ville soviétique de Lipetsk, par exemple, une base aérienne secrète fut établie où des pilotes allemands purent s'entraîner et développer des tactiques de combat aérien. Cette base devint essentielle pour la future Luftwaffe, car les pilotes allemands purent se maintenir à jour avec les développements des technologies et des tactiques aériennes. De plus, des usines et des terrains d'essai furent créés sur le territoire soviétique pour tester et développer des tanks et des armes qui étaient interdits en Allemagne. Cette collaboration fut cruciale pour le développement de la doctrine Blitzkrieg, car elle permit aux stratèges allemands d'expérimenter des tactiques de guerre mécanisées dans des conditions réelles, ce qui aurait été impossible en Allemagne en raison des restrictions. Le développement de tanks et de véhicules de combat mobiles fut réalisé en collaboration avec les soviétiques, qui cherchaient également à étendre leur propre armée mécanisée.
Cette expérience donna à l'Allemagne un avantage significatif, car les soldats allemands acquirent une connaissance pratique des opérations blindées, un atout crucial au début de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Continuons à développer le texte sur la façon dont l'Allemagne s'est réarmée rapidement après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, avec 5 paragraphes supplémentaires pour les sujets restants. Avec la montée du nationalisme et la frustration croissante face aux restrictions du traité de Versailles, l'Allemagne commença à inverser sa situation militaire par un effort industriel secret et croissant. L'industrie de guerre, qui avait été l'un des piliers du pouvoir militaire allemand pendant la Première Guerre mondiale, commença à réémerger dans l'ombre. Dans le besoin de maintenir l'apparence de conformité avec le traité, de nombreux industriels et anciens militaires formèrent des entreprises qui agissaient comme des façades, développant des technologies militaires sans éveiller de soupçons. Des usines qui produisaient auparavant des armes changèrent désormais leur production en articles civils, mais secrètement, elles continuaient à développer des armements. L'Allemagne utilisa la crise économique mondiale des années 1920 comme une opportunité pour renforcer sa base industrielle. La dévaluation du mark et l'instabilité économique rendirent plus difficile la supervision internationale des activités industrielles. Les industries qui étaient fermées en raison des sanctions purent être rouvertes, souvent avec le soutien d'entrepreneurs nationalistes qui s'opposaient au traité de Versailles. Ces industriels, qui percevaient la nécessité d'une armée forte pour restaurer le prestige national, investirent dans la recherche et le développement de technologies militaires. Cette combinaison de patriotisme et d'ambition économique offrit un terreau fertile pour la renaissance de l'industrie militaire. La production clandestine fut complétée par des innovations technologiques et tactiques qui émergèrent d'un climat de mécontentement et de créativité. Les ingénieurs et les scientifiques qui avaient travaillé pendant la Première Guerre commencèrent à développer de nouvelles technologies, comme les premiers tanks et véhicules blindés. Des entreprises telles que Daimler-Benz et Krupp devinrent des centres d'innovation militaire, investissant dans la recherche pour créer des machines de guerre modernes. L'accent fut mis sur la production de véhicules blindés, d'armes à feu, de munitions et d'équipements auxiliaires. De plus, l'Allemagne utilisa des laboratoires de recherche pour développer des armements de précision, offrant un avantage significatif à l'approche de la guerre. L'un des plus grands progrès fut la production d'avions de combat, qui devinrent une partie vitale de la force aérienne que l'Allemagne était secrètement en train de constituer. Sous le camouflage d'entreprises civiles, la construction d'avions et de moteurs avancés fut intensifiée. Les ingénieurs allemands innovèrent dans le design et la maniabilité, créant des aéronefs qui seraient létaux et efficaces en combat. Cette innovation permit à la Luftwaffe, qui deviendrait l'une des forces aériennes les plus redoutées du monde, de n'être presque de rien. L'industrie militaire allemande s'adapta rapidement, et en quelques années, ce qui était autrefois une armée dépassée se transforma en une puissance militaire moderne. La mobilisation de l'industrie militaire ne s'est pas limitée à la production, mais a également impliqué une restructuration organisationnelle significative. L'introduction de méthodes de production de masse et de lignes de montage a été mise en place, permettant à l'Allemagne de fabriquer des armements et des véhicules à grande échelle, une avancée qui serait cruciale au début de la Seconde Guerre mondiale. Ces innovations productives, qui deviendraient une base pour la Blitzkrieg, mettait en évidence la capacité de l'Allemagne à opérer de manière efficace sous pression et dans des situations difficiles, montrant que même après la défaite, la détermination et l'ingéniosité allemande étaient loin d'être vaincues. L'ascension du parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, fut un tournant décisif dans le réarmement de l'Allemagne. Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, utilisa les promesses de restaurer la fierté nationale et d'inverser les clauses humiliantes du traité de Versailles comme éléments centraux de sa rhétorique politique. La propagande nazie mettait en avant l'idée que l'Allemagne avait le droit de se réarmer et de se renforcer militairement pour protéger son peuple et récupérer sa position sur la scène mondiale. Le récit d'un diktat imposé par les Alliés après la Première Guerre mondiale gagna en force, et la population commença à voir le réarmement comme une question de survie nationale et de dignité. Le régime nazi ne se contenta pas de bénéficier du mécontentement populaire face aux restrictions du traité, mais lança également une campagne systématique pour militariser la société. Le gouvernement promut une glorification des forces armées et du militarisme en général, mettant en avant la fierté nationale et la nécessité d'une armée forte. Les jeunesses hitlériennes et d'autres organisations de base furent utilisées pour inculquer des idéaux militaristes aux jeunes, modelant ainsi une génération qui valorisait la discipline, la loyauté et la disposition à servir dans l'armée. Cette mentalité prépara non seulement le terrain pour l'augmentation des forces armées, mais assura également un soutien massif de la population pour le réarmement et les politiques expansionnistes du régime. En 1935, Hitler annonça la réintroduction du service militaire obligatoire,
défiant ouvertement les dispositions du traité de Versailles. Cet acte ne fut pas seulement une manœuvre militaire, mais aussi une stratégie pour galvaniser le soutien populaire. Le service militaire fut présenté comme un moyen de reconquérir la dignité de la nation, et des millions de jeunes Allemands s'enrôlèrent, y voyant une occasion de servir le pays et de restaurer son prestige perdu. La propagande nazie dépeignait les recrues comme des héros, luttant pour la rédemption de l'Allemagne, ce qui généra un enthousiasme généralisé pour le réarmement. Le nationalisme croissant alimenta le désir de redevenir une puissance militaire, entraînant un soutien quasi unanime à la construction d'une armée forte. Sous la direction de Hitler, le gouvernement commença à rediriger des ressources considérables vers l'industrie militaire. Le financement de la Wehrmacht, les forces armées allemandes, augmenta de façon exponentielle, permettant l'acquisition de nouveaux équipements et la modernisation des unités existantes. Des projets d'armement qui étaient auparavant des développements clandestins commencèrent à être financés ouvertement, entraînant une production rapide d'armes, de véhicules et d'aéronefs. Le programme de réarmement fut accéléré, et l'Allemagne commença à développer de nouvelles technologies, y compris des tanks plus avancés et des avions de combat, à une vitesse qui surprit les observateurs internationaux. Avec le gouvernement priorisant les forces armées, l'économie allemande commença à bénéficier de la croissance industrielle, ce qui apporta également un soutien économique supplémentaire à Hitler. La rhétorique militaire de Hitler et l'idéologie nazie étaient imprégnées d'une vision expansionniste qui ne se contentait pas de défendre le réarmement, mais justifiait également l'agression territoriale comme un moyen de restaurer la grandeur de l'Allemagne. Cette idéologie, qui promouvait l'idée que les peuples germaniques avaient droit à un espace vital pour étendre leur territoire, conduisit à un désir effréné de conquête qui culmina dans la Seconde Guerre mondiale. La vision de Hitler d'un Reich de 1000 ans se basait sur la croyance que l'Allemagne non seulement devait se réarmer, mais aussi éliminer les menaces de ses voisins et étendre ses frontières. Ainsi, l'ascension du nazisme ne fut pas seulement une réponse au désir de réarmement, ce fut une révolution culturelle et politique qui transforma la société allemande en une machine de guerre. Le réarmement rapide de l'Allemagne eut un impact profond sur la scène internationale, défiant l'ordre établi et suscitant des préoccupations parmi les puissances européennes. À mesure que Hitler et les nazis commencèrent à inverser les politiques de désarmement et à étendre leurs forces armées, d'autres pays, qui étaient initialement soulagés par la défaite allemande, commencèrent à s'inquiéter de la possibilité d'un nouveau conflit. Les nations qui avaient été blessées par la guerre, comme la France et le Royaume-Uni, se trouvèrent confrontées à un dilemme: devaient-elles continuer à faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle respecte le traité de Versailles ou adopter une politique d'apaisement pour éviter une nouvelle guerre? Cette indécision créa un vide que l'Allemagne pourrait exploiter. Les puissances occidentales, dans un effort pour éviter un autre conflit, ont adopté une politique d'apaisement pendant la décennie 1930, permettant à Hitler de violer les conditions du traité sans faire face à des conséquences significatives. La première grande violation a eu lieu en 1936, lorsque l'Allemagne a réoccupé la Rhénanie. Au lieu de résister, les puissances occidentales ont hésité à agir, croyant que les revendications territoriales de Hitler n'étaient qu'un désir de restaurer le statut précédent de l'Allemagne. Cette approche a encore encouragé le régime nazi, qui a réalisé qu'il pouvait continuer à étendre ses forces sans rencontrer de résistance significative. L'absence de réponse claire des puissances occidentales a entraîné une intensification de l'agressivité allemande et a renforcé la conviction de Hitler de la vulnérabilité de ses voisins. Les accords de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique, comme le pacte de non-agression germano-soviétique de 1939, ont également eu des implications significatives pour le réarmement. Ce pacte a permis à l'Allemagne de se sentir plus en sécurité sur sa frontière orientale, libérant ainsi des ressources pour se concentrer sur le réarmement et l'expansion militaire en Europe occidentale. La coopération entre les deux pays n'a pas seulement fourni à l'Allemagne une marge de manœuvre, mais a aussi créé un environnement dans lequel les ambitions expansionnistes de Hitler n'ont pas été contestées. Cela a déclenché une course aux armements dans toute l'Europe, les pays comme la France et le Royaume-Uni augmentant leurs propres programmes de réarmement en réponse à la croissance de la Wehrmacht, mais cela n'a pas suffi à contenir la vague de militarisation qui se propageait. L'incapacité des puissances occidentales à réagir efficacement au réarmement allemand et à ses incursions territoriales a eu des conséquences dévastatrices. L'annexion de l'Autriche en 1938 et la désintégration de la Tchécoslovaquie ont été les premiers signes que l'Allemagne était prête pour de nouvelles agressions. À chaque violation des traités, Hitler devenait de plus en plus audacieux, défiant les frontières et le statu quo de l'Europe. Les puissances occidentales, qui croyaient initialement qu'elles pouvaient éviter la guerre par des négociations et des concessions,
se sont rendues compte trop tard qu'elles faisaient face à un régime déterminé à étendre son domaine et qui n'hésiterait pas à utiliser la force militaire pour atteindre ses objectifs. Cet environnement international tendu et de méfiance croissante a conduit à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne. Le réarmement de l'Allemagne n'a pas seulement transformé le pays en une puissance militaire à nouveau, mais a aussi eu des répercussions mondiales, modifiant la dynamique du pouvoir en Europe et entraînant un conflit qui coûterait des millions de vies. La perception selon laquelle l'Allemagne était sur une voie d'agression et de militarisation n'était pas seulement une préoccupation locale, mais une menace qui résonnait dans le monde entier, marquant le début d'une nouvelle ère de conflits et d'incertitudes. Pensez-vous que le réarmement de l'Allemagne était un signal d'alarme ignoré ou une provocation inévitable? Laissez votre avis dans les commentaires. Le réarmement de l'Allemagne entre les deux guerres mondiales est un exemple crucial de la manière dont les politiques internationales et les décisions économiques peuvent avoir des conséquences profondes et durables. Les leçons tirées du réarmement rapide de l'Allemagne soulignent l'importance d'une supervision appropriée et de l'engagement envers les traités internationaux, surtout en période d'instabilité politique. La réticence des puissances occidentales à affronter les violations du traité de Versailles n'a pas seulement facilité la montée du nazisme, mais a également permis au régime de Hitler de devenir une force militaire dominante. L'incapacité d'agir rapidement et de manière décisive a eu un coup dévastateur, qui se ferait ressentir dans le monde entier pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, le réarmement de l'Allemagne illustre comment l'idéologie et le nationalisme peuvent stimuler la militarisation d'une société, transformant la structure sociale et politique d'une nation. La montée du militarisme et la glorification des forces armées sous le régime nazi ont non seulement changé l'Allemagne, mais ont également façonné la perception du rôle militaire dans le contexte mondial. L'héritage de cette militarisation résonne encore aujourd'hui, alors que les nations tentent d'équilibrer leurs ambitions militaires avec le besoin de paix et de stabilité. En résumé, le réarmement de l'Allemagne n'a pas été un processus isolé, mais une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques qui ont abouti à l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire. Comprendre ce phénomène est essentiel pour éviter la répétition des erreurs du passé et garantir que les leçons de l'histoire ne soient pas oubliées. L'engagement en faveur de la paix, de la diplomatie et du respect mutuel entre les nations est essentiel pour un avenir plus sûr, où les ambitions d'un pays ne mettront pas en péril la sécurité de tous. Il y a de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.